Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 7 et 8 de Prison Lab. Comme d'habitude, avant de commencer la partie review de ces deux tomes, on revient sur les jaquettes et notamment la jaquette du tome 7 qui est plutôt sympa. On a qui? On a un organisateur du jeu de la prison, un Nimura de mémoire son prénom, qui est plutôt sympa hein, dans un petit fond sombre. Il tient une petite cigarette avec une petite genre de laisse, hein, comme quoi c'est lui un peu qui dirige au niveau du jeu de cette prison notamment et qui garde un peu ses prisonniers pour pas qu'ils s'échappent. Donc j'adore vraiment cette petite jaquette. Quatrième de couverture, on n'a pas grand chose, on a juste quelques planches de manga avec le résumé des familles. Et en termes de bonus également, on n'a pas grand chose, hein. On a uniquement en première page ici le résumé de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Et puis c'est tout, hein. On n'a pas de présentation des différents personnages et à la fin du manga, on n'a pas de bonus. En termes de bonus et de jaquette sur le tome 8, également on a un représentant et enfin un organisateur du jeu de la prison, et cette fois-ci c'est le fameux beau gosse Arakawa qui tape la pose avec cette fois-ci sa chemise, c'est une chemise hein, c'est ça hein, sa chemise ensanglantée avec des gants de tueur et un couteau totalement ensanglanté, toujours dans un petit fond noir. J'adore réellement leurs jaquettes, elles sont juste trop belles. Un quatrième de couverture, pas grand chose, c'est comme dans le tome 7 et en termes de bonus c'est exactement comme dans les tomes 7 hein, on a uniquement le fameux petit résumé et puis c'est tout. C'est vraiment dommage qu'ils mettent pas en place des différents noms, personnages, etc. Serait rapporté un plus hein, parce qu'il y a pas mal de personnages quand même qui va et vient dans la série Prison Lab. Et du coup ça permettrait de se retrouver beaucoup plus facilement. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux tomes? Et bien principalement trois événements hein. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler Vengeance. Alors pourquoi Vengeance? Et bien tout simplement puisque Aoyama décide de reprendre la mission laissée par Katsumata. Katsumata, je vous rappelle, il a été liquidé notamment par les organisateurs pour pas qu'il parle. Et il décide de reprendre sa mission qui est tout simplement de venger, de venger le viol qu'a subi la fille de Katsumata. Et qui est également à l'origine du viol de Aya. Donc là, il décide avec l'aide de Arakawa de lancer une vidéo sur les plateformes. Et la vidéo, elle nous montre quoi? Elle nous montre tout simplement les images du viol orchestré sur la fille de Katsumata qui a été rendu public. Et du coup, le fameux violeur hein, qui s'appelle Ruiji est totalement en panique. Et tente de rappeler Arakawa et dit de faire supprimer cette vidéo parce que lui en fait dans la vraie vie c'est un universitaire, il est assez beau gosse, intelligent. Par contre il a un sérieux penchant pour les mineurs, en gros c'est un pédophile si vous préférez, il kiffe plus les mineurs que les personnes de son âge. Et donc, vu que sa réputation, il n'a pas envie que tout soit défait, il décide de contacter un fameux personnage, et notamment qui s'appelle Shin, qui aurait organisé tout ça et qui lui avait proposé ce genre de boulot. Et là, on commence à rentrer un peu plus dans le détail et on nous explique le pourquoi du comment et comment ça s'est arrivé et quel a été fait et comment ça s'est passé en fait, la destruction tout simplement de la famille Arakawa, le viol, etc. qui lui a donné la mission. Bref, on connaît tout dans le tome 7 et ça c'est plutôt pas mal. À la suite de ça, Aoyama, lui, il arrive à organiser avec Ryuji une certaine entrevue entre les deux pour s'expliquer hein. En fait, lui, Aoyama, tout ce qu'il voulait, c'était buter Ryuji parce qu'il est la cause même à la fois de sa souffrance, à la fois du viol de Aya et du viol de la fille de Katsumata. Donc, le point de départ pour Aoyama, c'est tout simplement Ryuji qu'il a en tête une seule chose, de le tuer. Du coup il se rencontre dans un parc, près d'une rivière sous un pont.
Et dès là, les deux commencent à se battre et puis Eyama le poignarde assez violemment. Et puis au moment même que Eyama était sur le point de lui porter le fameux coup de grâce, hein, tu as Arakawa qui arrive, qui lui dit non, ne fais pas ça, tu n'es pas un tueur. Du coup, ça se finit comme ça au niveau de cet événement. Et puis, tu as Arakawa qui pointe l'arme sur Ryuji et qui a priori le tue. Donc, on ne sait pas trop si Ryuji est vivant ou pas. Mais en tout cas, pour moi, a priori, il serait mort. Voilà à peu près ce que je pouvais dire sur cet événement. Donc événement assez tordide, assez chaud, assez explicatif, hein, puisqu'on apprend le pourquoi du comment de la déchéance de la famille Katsumata et par la même occasion le lien entre cette affaire et l'affaire de Aya. Deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le passé d'Arakawa enfin dévoilé, parce que oui, on apprend enfin le passé du fameux mystérieux et beau gosse Arakawa. Est-ce que c'est lui qui tire les ficelles? Bref, on nous dit tout dans le tome 8 si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus si c'est le 7 ou si c'est le 8. En tout cas, on nous dit tout dans les deux tomes. Et là, je vais vous faire rapidement un petit résumé, hein. On apprend que étant petit, Arakawa était dans un orphelinat avec d'autres pensionnaires et notamment une certaine jeune fille qui s'appelait Irisée. Et durant son passage là-bas, il a subi des brimades des autres pensionnaires. Et ça s'était fait comme ça. Et ensuite, il a été appelé par Kujima, hein, celui-là qui dirige l'institut, pour participer à un certain jeu, le jeu de la prison. Donc, c'était le tout premier jeu de la prison. Et lui, il a participé. Alors, on voyait que c'était Arakawa qui était le geôlier et sa prisonnière, c'était nul d'autre qu'une autre camarade. C'était Irisée, hein, celle qu'il a toujours aimée en secret. Et c'était tout simplement Irisée. Et là, pendant sa détention, il apprend très vite qu'en fait, les brimades qu'il a subies durant toute son enfance dans l'institut ont été demandées par Irisée. En fait, c'est Irisée qui a demandé à les autres pensionnaires de vouloir bien lui péter la figure à Arakawa. Et là, il était fou de rage. Il était tellement fou de rage qu'il n'a pas hésité à rouer de coups Irisée qui était détenue prisonnière et à la tuer. Et du coup, il est devenu dans une colère noire. Voilà, il est devenu dans une colère noire, je vais y arriver, et a décidé de s'enfuir de là où il était. Et en s'enfuyant, il a tout simplement tué tous les gardiens qui étaient censés garder ce lieu secret. Donc voilà à peu près le passé d'Arakawa. Arakawa qui a participé à un jeu de la prison et qui a massacré tout le monde, hein, sa prisonnière, les geôliers. Donc ça, c'est ce qu'on apprend. Dans le même temps, on apprend avant que Irisée meure, elle nous dit pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça. Et bien tout simplement parce que Irisée avait une petite sœur qui devait intégrer l'institut, mais comme l'institut manquait de place, il fallait bien qu'une personne sorte pour que sa sœur soit accueillie, et elle a jeté son dévolu tout simplement sur Arakawa, le mec qui était beaucoup trop gentil et beaucoup trop naïf. Et on apprend également une très grosse nouvelle, puisqu'on apprend également que Irisée est la grande sœur de Aya, hein. Aya qui est détenue par le fameux Eyama. Donc comme quoi l'histoire de Arakawa touche encore une fois de près notre héros. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Vengeance Acte 2, puisque à la suite du premier jeu de la prison, et notamment notre cher Arakawa veut tout simplement liquider la personne qui a mis en place ce jeu de la prison là et qui lui a fait tuer sa bien-aimée. Et il s'avérait que c'est un certain Kujima qui n'est d'autre que le boss de l'institut de là où il a vécu. Il décide de se rendre chez lui pour tout simplement le confronter et le liquider, hein, tout simplement. Alors il arrive chez lui, il va lui mettre une balle dans la tête, sauf que bien évidemment à son arrivée, Kujima, le boss, lui annonce que comme quoi il est qu'un simple pantin et que ce n'est pas lui le véritable boss et que quelqu'un en fond tire les ficelles. Donc là, c'est vraiment pas de chance pour notre cher Arakawa. Alors Arakawa décide de faire alliance avec Kujima pour retrouver le véritable boss, sauf que dans un concours de circonstances, le véritable boss réussit à tuer
Kujima et du coup Arakawa n'en sera pas plus. Donc voilà comment ça se termine au niveau de ces deux tomes, que ce soit le tome 7 ou que le tome 8, hein, pas mal d'événements se sont passés. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 7 et 8 de Prison Lab, un tome, enfin deux tomes où il y a pas mal d'explications, on décortique tout ce qui s'est passé, les scénarios, bref. On voit les liens, mais bon, même si on ne connaît pas encore l'identité du véritable boss, je pense que ça sera annoncé à mon avis dans le tome 9, voire dans le tome 10, hein, puisque c'est une série qui s'arrête en 10 tomes. Mais en tout cas, ces deux tomes étaient plutôt cool à lire. Il y avait de l'action, il y avait du suspense, il y avait des explications. Et ça, c'est très important, hein, des explications. Si je devais le noter, les deux tomes sur 5 étoiles, je leur ai mis la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles. Donc, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous aussi vous lisez Prison Lab, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement de ces fameux deux tomes. Hein. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.